Bonsoir à toutes et à tous, et surtout bonsoir François. Un élu, ça a l'habitude de parler, mais je dois vous avouer que ça... Ça m'est un peu difficile parce que quelle émotion, quel immense espoir. Je vais d'abord commencer par une petite anecdote, mais je vais être très court. J'ai le sentiment que vos votes ici à Bourgoin-Jallieu et dans le Nord-Isère, ce sont ceux-là qui vont définir le résultat de la présidentielle. Parce que ces derniers jours, j'ai serré plein de mains de ministres, et encore ce matin. Et j'avoue que de tous ceux que j'ai croisés, que j'ai rencontrés, David Douillet, puisque c'est de lui dont il s'agissait, honnêtement, il y a pire. Il y a pire. Xavier Bertrand, vous pouvez vous défouler. Mais honnêtement, il n'y a pas photo. François, tu es notre espoir. Nous sommes fiers de ta présence. Un autre souvenir, il y a un peu plus de 1980, un peu plus de 30 ans, nous avions accueilli ici, dans le cadre d'une autre présidentielle, un autre François. François Mitterrand. Et le fait qu'il soit passé ici, il a gagné. Donc, en votre nom à tous, je suis très fier d'accueillir ici le prochain président de la République française. Celui qui est en train de redonner espoir à notre pays, qui est en train de redonner la dignité aux citoyens français bafoués. Merci François. Merci à toi Alain, Alain Cotalorda, maire de Bourgoin-Jallieu, avec toute sa sincérité et son émotion. Merci de cet accueil qui venait du fond du cœur. Merci à Alain de nous accueillir dans sa ville de Bourgoin-Jallieu. Alain et son équipe municipale, André Borne, son premier adjoint. Et je veux tout de suite commencer par remercier les militants de la section de Bourgoin-Jallieu et des sections environnantes qui ont beaucoup travaillé en 3 jours pour mettre ce meeting sur pied, pour remplir cette salle qui est grande, qui est très grande. Et hier soir, pendant que je me délectais du débat télévisé, comme vous sans doute, André Borne m'a fait un texto pour me dire « on est au boulot ». Il m'a envoyé une petite photo par téléphone. Je suis venu ce matin, ici, ils étaient encore au boulot pour mettre les tapis, les chaises. Et quand j'ai vu la grandeur de la salle, je me suis dit « ça va être difficile quand même ». Parce que pour remplir une aussi grande salle un vendredi soir, alors que le meeting a été décidé il y a 3 jours seulement, j'étais un peu inquiet. François m'a demandé tout à l'heure « tu penses qu'il y aura du monde ?» Je lui ai dit « j'en suis pas sûr du tout ». Quand j'ai vu les voitures, les embouteillages, j'étais un peu rassuré. Et là, je suis complètement rassuré. Donc merci à Alain, à André Borne, à Hervé Aguilar, le secrétaire de section, à Gilles Larvaron de la Fédération, à toute l'équipe des permanents de la Fédé, à Orod Bagheri, à Farida, et puis bien sûr à Erwan Binet, le premier secrétaire fédéral, qui est là, et qui est candidat aux législatives, et qui va gagner la 8e circonscription de l'Isère. Et j'en profite pour saluer les autres candidats aux législatives qui ne sont pas encore députés. Michel Corbin, ici à Bourgoin-Jallieu, dans la 6e circonscription. Joël Huillier, dans la nouvelle circonscription, une nouvelle députée pour une nouvelle circonscription. Didier Rambaud, dans la 7e circonscription.
Et puis je salue bien sûr ceux qui sont déjà députés et qui vont le redevenir évidemment. Michel Destot, député maire de Grenoble, qui nous a accueillis dans sa ville toute la journée. Merci Michel d'être là un vendredi soir. Ce n'est pas facile pour les élus locaux que nous sommes aussi. Geneviève Fioraso, autre députée de Grenoble, qui est par là, voilà. Michel Issindou, député de l'agglomération grenobloise. Maurice Vincent, député maire de Saint-Étienne, dans la Loire. Sénateur maire de Saint-Étienne et les sénateurs Jacques Chiron, Didier Guillaume, président du Conseil général de la Drôme, Thierry Repentin. Je salue les conseillers régionaux qui sont nombreux, je vais en oublier, Bernard Soulage, Eliane Giraud, Eliette B, d'autres encore, Edmond Roy, ancien maire de Bourgoin-Jallieu. Philippe Reynaud, il est au deuxième rang. Philippe Mignot, et puis une voisine rhodanienne qui est conseillère générale. C'est déjà très dur d'être conseillère générale dans un canton de Lyon, qui va devenir députée dans la circonscription de Dominique Perben. Elle est porte-parole de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem. Bien, mes chers amis, Alain a dit que nous accueillons ce soir à Bourgoin-Jallieu le prochain président de la République. Il s'est trompé. La nuance est importante. Nous accueillons le futur président socialiste de la République, François Hollande. Et si nous voulons qu'il gagne, c'est justement d'abord parce qu'il est socialiste et que nous sommes nombreux ici à être aussi socialistes. Et le socialisme reste pour nous le plus bel idéal politique, celui de la justice sociale et de l'égalité républicaine. Mais au-delà des socialistes, au-delà de nous, au-delà des sympathisants socialistes, au-delà même de la gauche qui devra et qui saura se rassembler autour de François Hollande au deuxième tour, nombreux, de plus en plus nombreux sont les Français qui veulent changer de président de la République en mai prochain. D'abord parce que la politique menée par Nicolas Sarkozy depuis 2007 les a beaucoup déçus, ou les a même révoltés, déçus par son inefficacité et révoltés aussi par son injustice. Cette politique qui a commencé, on s'en souvient, par le bouclier fiscal au profit des plus favorisés et qui va se terminer dimanche soir par la TVA sociale au détriment des plus modestes. La boucle sera bouclée finalement. Le bouclier fiscal, la TVA sociale, voilà les deux signatures de ce quinquennat. Si les Français veulent changer de président de la République, au-delà de la politique qu'il a menée, c'est aussi, me semble-t-il, parce que le président actuel, le président sortant, ne fait pas président. Il n'est pas président. Il n'a jamais endossé vraiment le costume de président de la République. Et à la place d'une présidence inconstante et incohérente, ils veulent une présidence équilibrée et maîtrisée. À la place d'un président qui maltraite le Parlement, qui stigmatise les magistrats, qui manipule les syndicats, ils veulent un président qui respecte les institutions, qui écoute les partenaires sociaux et qui garantit l'indépendance de la justice. Bref, à la place d'un président qui a abaissé la fonction présidentielle, ils veulent un président qui fasse honneur à la France. Dimanche dernier, au Bourget, François Hollande a franchi une étape importante dans sa candidature. Et cette étape, les Français par millions l'ont franchie avec lui. Ils ont commencé à découvrir un François Hollande qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils connaissaient mal. Ils connaissaient bien sûr le socialiste fidèle à son idéal. Ils ont découvert un républicain pénétré d'histoire de France. Ils connaissaient le leader combatif. Ils ont découvert un dirigeant responsable. Ils connaissaient l'homme politique. Ils découvrent l'homme d'État. Et dimanche, comme beaucoup d'entre vous, en écoutant François évoquer la Révolution, la grande Révolution française, et la Déclaration des droits de l'homme de 1789, en l'écoutant citer Albert Camus et rendre hommage à l'école publique, à l'école de la République, en écoutant François évoquer la résistance et la tragédie des pendus de Tulle, j'ai mesuré à quel point son élection allait s'inscrire dans notre roman national, ce roman séculaire d'un pays qui aime la liberté, qui veut l'égalité et qui aspire à la fraternité. Et j'ai éprouvé la même émotion que vous
vous qui êtes nombreux à m'avoir dit que même devant votre télévision, pour ceux qui n'avaient pas pu venir au Bourget, même devant votre télévision, vous avez plusieurs fois senti votre regard s'embuer. Christian Nuxi me l'a dit, Pierre Ribot me l'a dit, d'autres encore, Brigitte Périllet que j'aperçois. Beaucoup ont été émus aux larmes, et je n'exagère pas, aux larmes dimanche par le discours de François Hollande. En revanche, hier soir, devant notre poste de télévision, ce n'est pas de l'émotion que nous avons ressenti. D'abord, nous avons été impressionnés par la résistance de François aux attaques finalement assez dérisoires, tellement méchantes et parfois mesquines d'Alain Juppé. Mais nous avons ressenti de l'étonnement, de la stupéfaction même, en entendant Alain Juppé parler d'arrogance. Quel culot! C'est vrai qu'en matière d'arrogance, c'est un expert, et il pourrait nous en remontrer. Mais ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est que l'arrogance dont nous voulons parler à Alain Juppé, à Jean-François Copé, que j'entendais ce matin sur une télé, à Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy, l'arrogance dont nous voulons leur parler, c'est l'arrogance de cette politique qui fait souffrir des millions de Français depuis 2007. Voilà où elle est, la véritable arrogance, dans la politique destinée aux plus favorisés et qui humilie les plus modestes. Cette politique, François Hollande veut y mettre un terme. Sans arrogance, non, mais avec de l'assurance, oui. De l'assurance toujours plus grande, l'assurance que lui donnent justement ces millions de Français qui nous rejoignent de plus en plus nombreux et qui veulent voter pour François Hollande pour justement en finir avec le président et avec sa politique aussi. Mes chers amis, François Hollande incarne aujourd'hui l'espoir crédible du changement que la France attend, que les Français attendent, autour d'une vision à la fois lucide et enthousiaste de l'avenir de notre pays. Lucide, c'est-à-dire consciente des handicaps que fait peser sur la France la crise, bien sûr, des handicaps que va nous léguer la droite, des déficits que va nous léguer la droite. François ne triche pas, il dit la vérité aux Français. Mais la lucidité n'empêche pas l'enthousiasme. L'enthousiasme que nous devons avoir, que nous devons garder devant les atouts formidables de notre pays. Nous étions cet après-midi chez Schneider Electric avec les députés Michel Destot, Geneviève Fioraso, Michel Issindou. Et nous avons, non pas découvert, nous connaissons Schneider Electric, mais nous avons accompagné François dans cette visite d'un site exemplaire, très moderne, qui montre, et le président de Schneider Electric était là, qui nous a dit que la France avait des atouts, que la main-d'œuvre est qualifiée, que la productivité des salariés est excellente, que les étudiants étrangers que Claude Guéant voulait chasser de France, les étudiants étrangers qui sont dans les universités de Grenoble, sont utiles à l'économie française. Nous avons des atouts, la France a des atouts, nous allons nous battre pour redonner confiance aux Français. Pour autant, et je terminerai par là, rien n'est gagné. Attention aux excès d'enthousiasme peut-être, mais d'optimisme, aux excès d'optimisme. Ce soir, nous sommes rassemblés, il fait chaud dans ce meeting, François va nous enthousiasmer, comme au Bourget dimanche dernier, mais rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Vous savez, la campagne va être longue, il reste encore 3 mois. On a l'impression que c'est dimanche prochain. On aimerait bien que ce soit dimanche prochain. Dimanche prochain, on a rendez-vous à la télévision, dimanche soir. Il faudra se forcer un peu, et puis dès le lendemain, démonter ce qui nous aura été dit par celui que vous savez. Mais la campagne va être très très longue. 3 mois, c'est long, tout peut arriver en 3 mois. Donc il faut rester mobilisé. Il ne faut pas écouter les sondages. Il faut écouter les Français. Et puis il faut leur parler. Il faut leur parler de notre candidat. Il faut leur parler de son programme. Et il faut leur parler de l'espoir qu'il est en train de donner, que François est en train de donner à tous ceux qui veulent le changement. Parce qu'avec François Hollande, le changement, c'est maintenant. Mes chers amis, je voulais d'abord remercier
Alain, le maire de Bourgoin-Jallieu, pour son invitation. Je ne savais pas que tout passait par le Nord-Isère. Tout le gouvernement, d'abord. Et en même temps, tout l'enjeu de la campagne présidentielle. Et quand, en plus, François Mitterrand m'a précédé de 30 ans, il était temps que je revienne à Bourgoin-Jallieu. Je veux saluer ici tous vos élus en qui vous pouvez donner votre confiance. Je veux d'abord vous remercier, vous tous, toutes, nombreux à être là. C'est le meilleur signe de ce sentiment que nous ressentons au plus profond de nous. Il y a un mouvement qui s'est créé, une espérance qui s'est levée, un lien qui s'est tissé entre nous et les Français. Une campagne, c'est forcément une rencontre. Au départ, les regards se font, puis ensuite, une confiance est donnée, et ensuite, enfin, un bulletin de vote est glissé. Nous ne sommes qu'au début du processus. Le regard, il nous a été offert au moment des primaires citoyennes. L'un d'entre nous a été choisi par plus de 3 millions de nos concitoyens. Mais ça ne pouvait pas être l'élection majeure. C'était le passage obligé. Je disais souvent au moment de cette compétition, loyale et digne, je disais, c'est une élection formidable que les primaires citoyennes, puisque c'est le seul scrutin qu'un socialiste est sûr de gagner. Donc, nous avions fait le plus facile. Mais ces primaires m'ont donné de la force, de la légitimité, m'ont permis de parler au peuple français avec le soutien de tous ceux, toutes celles qui étaient venus à un moment faire le choix. Et il s'est écoulé plusieurs semaines entre le résultat des primaires et le lancement de la campagne présidentielle. J'en connais autour de moi qui étaient pressés, qui me demandaient de forcer l'allure, qui me disaient « il faut présenter le projet tout de suite ». Je leur répondais « mais soyez patients. Chaque chose doit être préparée et chaque événement doit être créé pour qu'il ait la force nécessaire ». Il y a eu le discours du Bourget. André Valigny y est revenu. Nous étions 25 000, alors que nous attendions 10 000 participants. C'était déjà un premier signe avant-coureur. Et puis, il y a eu plus de 2,5 millions de personnes, 2,5 millions, qui ont regardé ce discours à la télévision, sur les chaînes thématiques. Et puis, beaucoup d'autres qui n'avaient pas regardé. On a entendu parler. Et on dit, voilà, il se passe quelque chose du côté de la gauche. Elle est là, elle est prête. Elle peut être la solution, tant il y a de problèmes dans notre pays. Et vous voir là, ce soir, nombreux, très nombreux, est un nouveau signe qui laisse penser que si nous travaillons bien pendant ces 3 mois, si nous savons nous faire comprendre, expliquer notre démarche, informer les Français de nos propositions, alors, oui, une victoire est possible. Une victoire, une belle victoire. Non pas une victoire pour nous-mêmes, pour le Parti socialiste, pour la gauche. Non, une victoire pour la France. Une victoire qui unit, une victoire qui rassemble, une victoire qui rend fier. Une victoire qui élève un pays au-dessus de ce qui a pu à un moment le traverser, le diviser. Nous avons pour l'instant les faveurs des pronostics. On me dit que ce serait
une terrible calamité qui s'abattrait sur nous. Hier, mon contradicteur disait « Le favori du mois de janvier n'est jamais l'élu du mois de mai ». Mais il a bien le droit de le penser. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de malédiction. Il vaut mieux être le favori du mois de janvier, du mois de février, du mois de mars, du mois d'avril, pour être le vainqueur du mois de mai. Mais en même temps, nous le savons aussi, nous avons de l'expérience de la vie politique. Nous savons que rien n'est fait tant que les électeurs ne se sont pas prononcés. Nous connaissons la volatilité des humeurs, des modes, des sentiments. Et celui qui est acclamé un jour peut être détesté le lendemain. C'est arrivé. Nous savons bien qu'il y a toujours des événements qui surgissent dans une campagne, parfois des maladresses, parfois des déconvenues, parfois des faiblesses. Nous savons bien que rien ne nous sera épargné. Ça, je vous le garantis. Tout sera dit sur nous, et notamment le pire. N'attendez aucun compliment de nos concurrents, même de ceux qui sont proches de nous, et qui devraient préparer l'avenir avec nous. Il s'en trouvera toujours qui nous diront que nous ne sommes pas assez ceci ou trop cela, et qu'ils voudraient que nous leur ressemblions. Mais si nous sommes candidats plusieurs dans cette élection présidentielle à gauche, c'est parce que nous sommes différents. Même si finalement, moi je me pose toujours cette question, est-ce que ce ne serait pas plus simple de nous présenter ensemble si nous devons demain gouverner ensemble? Je sais que le combat sera dur, âpre, qu'il faudra démontrer plus que d'autres. C'est toujours à la gauche que l'on exige comment elle finance son projet, comment elle arrive à l'équilibre des finances publiques en 2017, comment elle s'y prend pour financer ses promesses. Et les autres, il leur fait là beaucoup de cadeaux, en ne demandant rien, d'abord de leur bilan. Parce que quand même, s'il faut rétablir les déficits, s'il faut redresser les comptes publics, s'il faut maîtriser la dette, c'est bien parce que ces déficits ont été creusés, cette dette a été alourdie, ces comptes publics ont été dégradés. Je faisais le calcul. Oh, c'était pas trop compliqué. La dette publique a doublé depuis 2002. Ça veut dire qu'en 10 ans de droite, et Chirac, j'ai quelqu'un d'urgence, et Sarkozy, en 10 ans, je comprends que vous en avez moins. En 10 ans, 2 quinquennats de droite auront produit autant de dettes publiques que tous les gouvernements, tous les présidents, dans l'histoire même de la France. 10 ans de droite pour faire autant de dettes publiques, allez, depuis la Seconde Guerre mondiale. La 4e République et la 5e République avaient fait 900 milliards de dettes. Eh bien, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac auront fait autant de dettes que pendant 50 ans de République. Et ils viendraient nous faire la leçon et nous demander comment nous finançons le rétablissement des comptes publics et nos promesses. Je ne sais pas si la curiosité des journalistes ira jusqu'à leur demander comment ils vont faire eux aussi. Mais moi, je ne leur poserai pas la question, parce qu'ils ne vont pas le faire. C'est nous qui allons faire ce travail. C'est nous qui allons redresser les comptes. C'est nous qui allons rétablir l'état de nos finances et maîtriser notre dette. Oui, c'est vrai, pendant ces 3 mois, parce qu'il nous reste 3 mois avant le premier tour,
il nous sera demandé beaucoup. Parce que les Français attendent tellement de nous, trop parfois. Tant il y a de souffrance, tant il y a d'urgence, tant il y a de chômage, de précarité, de difficultés pour accéder à la santé, au logement, aux services publics. Je mesure, au cours de mes déplacements, combien il y a de misère, de pauvreté, de précarité, et qu'il est tellement difficile d'entendre pour tous ceux qui sont dans cette situation qu'il faudra encore faire des efforts. Ils n'en peuvent plus. Ils nous regardent, ils nous espèrent, et en même temps, certains n'y croient plus. C'est ça le grand enjeu de la campagne présidentielle. Oubliez la droite, oubliez tout le reste, ne pensez qu'aux Français. Allez convaincre, non pas ceux qui ne pensent pas comme nous, encore que, il ne faut jamais désespérer de la raison humaine. Peut-être s'en sont-ils dans cette salle glissée de ces électeurs qui voulaient voir comment il était le candidat d'en face. Eh bien, c'est à eux que je vais m'adresser. Un ou deux sont dans cette salle. Venez vers nous. Restez ici. Ne changez plus. Mais il y en a tant d'autres qui sont loin de nous, qui sont en colère par rapport à leur vie, en désespoir par rapport à l'avenir, en inquiétude par rapport à leurs enfants. Ceux-là peuvent être tentés d'aller chercher vers l'extrême droite ce qu'ils n'attendent plus des formations démocratiques. Ne laissez pas faire. Ne laissez pas faire. Ne laissez pas les ouvriers aller voter pour un parti qui n'a jamais rien fait pour les intérêts des classes laborieuses. Ne laissez aucun jeune offrir sa générosité à une formation politique qui abrite la haine et le rejet de l'autre. Ne laissez pas les oublier, les reléguer, s'abandonner à une extrême droite qui veut faire croire qu'elle n'a pas de passé, alors qu'elle vient toujours de ce même mouvement d'idées fondées sur la peur, l'exclusion, la stigmatisation, la différence. Cette extrême droite n'est pas neuve. Elle est au plus loin de notre histoire. Toujours celle qui a fait honte aux valeurs de la République, qui n'a jamais d'ailleurs adhéré aux valeurs de la République, et qui a toujours considéré que c'était la République qui était la cause des malheurs de la France. Oui, il y a encore bien des inconnus dans cette campagne présidentielle qui est encore longue. Il y a d'abord de savoir si le président sortant sera candidat. Vous avez vu ce mystère qui est entretenu? Le doute qu'il a saisi, l'accès de sincérité qu'il aurait eu très loin d'ici, en Guyane, sur une pirogue. Moi, il ne m'a pas fait de confidence. Pensez bien. Mais il en aurait fait à certains journalistes qui l'accompagnaient. Il aurait dit qu'il arrêtait tout s'il n'était pas reconduit. C'est une hypothèse. Il en a dit tant et tant. Je ne veux pas croire tout ce qui est rapporté. Il aurait dit qu'il avait fait des erreurs. C'est bien possible.
Il aurait même confessé qu'il avait changé, que la vie l'avait changé, que la crise l'avait changé, que les circonstances l'avaient changé. Eh bien, moi, je vous donne ce conseil. Si la vie l'a changé, si la crise l'a changé, si les circonstances l'ont changé, il faut changer de président. Mais, mes chers amis, au-delà des personnes, il y a la réalité du pays, la réalité du monde. Nous sommes devant une crise financière lourde, dure, brutale, interminable, qui est partie des États-Unis et qui a gagné toute l'Europe, qui va finir par atteindre même les pays qui étaient les plus dynamiques, les pays émergents. Une crise qui, au départ, est financière et qui devient économique, industrielle, budgétaire, et qui se retourne sur les États eux-mêmes. Ces banques qui avaient été à un moment fragiles, qui ont été sauvées, qui se renflouent auprès de la Banque centrale européenne, les mêmes banques viennent demander aux États qui les avaient nourris de changer, y compris leurs règles de fonctionnement. Voilà cette contrainte nouvelle, une crise financière qui s'est étendue à la zone euro, avec des pays européens qui n'ont pas été capables, non pas les pays eux-mêmes, mais leurs dirigeants, de trouver les solutions, les modes d'intervention, les règles qui auraient pu dominer la spéculation et la finance. Et voilà que se généralisent des plans de rigueur, des plans d'austérité partout, qui affaiblissent la croissance, la nôtre aussi. Nous sommes entrés en récession. Voilà une crise qui devient aussi une crise de la production, faute de demande suffisante. Des entreprises ferment, parfois rentables. D'autres connaissent l'effroi, de l'inquiétude par rapport à leur avenir. Nous sommes dans un moment difficile. Alors on nous dit, mais comment, dans ce moment, dans cette situation, alors que tout change, que tout est bouleversé, faudrait-il encore, en plus, changer de président? Est-ce qu'il faudrait prendre ce risque terrible de modifier le cap, de changer le capitaine et de faire en sorte que nous puissions être vulnérables dans cette crise? Il jouera beaucoup de cet argument. Je veux ici vous dire que si pendant 3 ans, il n'a pas été capable de sortir le pays et l'Europe de la crise, je ne vois pas comment, pendant 5 ans de plus, il y parviendra. Oui, pendant ces 3 mois, il y aura des événements que nous ne connaissons pas, qui peuvent surgir. Certains sont prévisibles. Il y aura la discussion d'un nouveau traité. Nous regarderons son contenu. J'ai déjà annoncé que nous en négocierons ou renégocierons une dimension si elle n'y figure pas, notamment la croissance, sans laquelle l'Europe ne rétablira jamais ses comptes. Il y aura dans la vie internationale peut-être, je n'en sais rien, des tensions nouvelles. Je sais qu'en Iran, il y a des tentations qui peuvent saisir les dirigeants de ce pays, de créer, par le souci d'accéder au nucléaire, une menace pour d'autres pays. Je ne sais pas ce que sera la situation. Et d'ailleurs, nous devrons être responsables pour ne pas utiliser la vie internationale à des fins de politique intérieure. Il y a des sujets qui doivent rassembler, qui doivent unir la communauté nationale, quoi qu'il se passe. C'est aussi là notre sens de la dignité et de la responsabilité. Il y a d'autres sujets que nous connaissons, et notamment un dramatique qui s'est produit encore il y a quelques jours en Afghanistan avec la mort de nos 4 soldats.
qui s'ajoutent, hélas, à beaucoup d'autres. Nous pensons à leurs familles et je sais qu'ici, en Isère, une manifestation a eu lieu de recueillement par rapport à ces familles. Là encore, gardons-nous d'utiliser un drame pour justifier une position. Ces soldats sont morts parce qu'ils effectuaient leur mission. Ils sont morts au nom de la France et ils méritent tout notre respect et le plus grand hommage de la nation. Mais je n'ai pas attendu cette tragédie pour dire, il y a déjà plusieurs années, et je n'étais pas candidat à l'élection présidentielle, j'étais premier secrétaire du Parti socialiste, pour dire dès 2008, lorsque la France a envoyé des contingents supplémentaires en Afghanistan, portant à 4000 la présence de nos troupes là-bas. J'avais dit que c'était une escalade que nous n'acceptions pas, un changement de la mission par rapport à celle qui avait été décidée par Lionel Jospin et Jacques Chirac en 2001, après les attentats de New York. J'avais dit qu'il y avait là un risque de transformer notre présence en Afghanistan en armée d'occupation. Je le dis solennellement encore aujourd'hui devant vous. L'une des premières décisions, si les Français m'en donnent mandat, au lendemain de l'élection présidentielle, ce sera d'aller auprès de nos alliés. Un sommet de l'OTAN est prévu à Chicago le 20 mai, leur dire solennellement aussi que nous organisons le retrait de nos troupes d'Afghanistan. Oui, il s'en passera sans doute beaucoup d'événements pendant ces 3 mois. Il faudra faire preuve de constance, preuve aussi de ténacité et d'obstination. Ne pensez pas que tout sera facile. Ne pensez pas que la droite va nous laisser le pouvoir là, sans combattre, en disant « nous avons échoué », ce qui est vrai. Prenez la place, nous n'en pouvons plus. Elle est là, elle est pour vous. N'y croyez pas, n'y croyez pas. Ça ne se produira jamais ainsi. La droite, elle considère qu'elle est chez elle au pouvoir, que c'est sa propriété, que nous ne sommes pas légitimes. Ensuite, si, pour diriger des collectivités locales, autant que nous voulons. D'ailleurs, nous avons tout. Mais pour l'État, soyons sérieux. On ne peut pas confier à la gauche la responsabilité du pays. Elle n'est pas préparée. Elle ne sait pas faire. Elle n'est pas compétente. Pour ça, il faut des hommes et des femmes, plutôt des hommes d'ailleurs, qui ont la confiance des milieux d'affaires, c'est toujours mieux, la confiance des marchés, la confiance des partenaires. Mais la gauche, c'est forcément la banqueroute. D'ailleurs, on nous ramène au mur de l'argent. J'entendais le secrétaire général de l'UMP dire le mur de l'argent de Léon Blum. C'est pas Léon Blum, le mur de l'argent. C'est Édouard Herriot. Il faut rappeler les fondamentaux. Je dis ça pour les amis de Lyon. Et pour faire peur aux Français avec Édouard Herriot, même s'ils n'ont pas beaucoup de mémoire, ça sera difficile. Donc, il nous ramène à l'histoire, vous vous rendez compte? Le mur de l'argent, le Front populaire. Ils n'osent pas dire la libération, parce que quand même. Et puis, après, François Mitterrand. Alors, François Mitterrand, ça dépend des moments. Soit ils le choisissent comme référence, en disant, oh, lui, au moins, c'était un homme d'État. François, c'est le seul qui a été président de la République de gauche. Mais enfin, ça ne dure pas trop longtemps. Après, ils disent, la situation des finances publiques, aujourd'hui, c'est à cause de la retraite à 60 ans. Et il y en a même un qui a ajouté, et même de la 5e semaine de congés payés. Des 39 heures. Comme si les malheurs de la France venaient de 1980, mais quand même. Ça a été une période de progrès.
une période d'avancée, une période de conquête. Qu'est-ce que serait la France s'il n'y avait pas eu la victoire de mai 1981 ? Dois-je leur rappeler la décentralisation, la libération de l'audiovisuel? Et puis les grandes conquêtes sociales? Et puis les restructurations industrielles? Et puis aussi des grandes avancées qui font honneur à notre pays, l'abolition de la peine de mort. Heureusement qu'il y a eu la gauche en 1981. Alors ensuite, ils arrivent à 1997. Ça, on n'y était pour rien. On n'avait rien demandé cette année-là. On se préparait à la suivante. Et là, ils ont dissous l'Assemblée nationale. Eh bien, il a fallu faire face. Mais quand même, là aussi, ça a été la croissance, les créations d'emplois, les 35 heures, les emplois jeunes, l'APA, la couverture maladie universelle. On s'en souvient, et les travailleurs aussi. Alors, ils nous contestent toujours notre droit à diriger la France. Eh bien, c'est à vous, peuple français, de dire ce que vous voulez pour votre pays. N'ayez peur de rien, ne vous laissez impressionner par personne. Ne cédez pas devant cette pression. C'est vous qui allez décider du sort de votre pays. Et moi, je vous fais confiance, parce que la démocratie, c'est la confiance du peuple français envers son avenir. Mais il nous faudra convaincre les Français qui veulent le changement, que nous sommes le seul changement possible, le vrai changement. Je ne veux pas ici mettre en cause les autres candidats. Plus à gauche que nous, ça serait approuvé d'ailleurs. Et ils ont tout à fait leur place dans le débat public. Mais à un moment, il faut savoir si nous voulons diriger la France ou simplement faire de la résistance. Moi, je ne veux pas simplement faire de la résistance. Je suis dans la conquête, je suis dans le mouvement, je suis dans l'action, dans la responsabilité, dans le travail pour le pays. Alors ils viendront avec nous, je l'espère, mais c'est nous qui devons être forts au premier tour si nous voulons ensuite gagner au second tour. Alors il y en a d'autres candidats qui ne savent pas très bien où ils sont. Bon, on ne va pas leur donner de conseils, on ne va pas les forcer. Ils disent qu'ils ont pris leur décision mais qu'ils ne le diront qu'au soir du premier tour. Si on était sûr de leur décision, on les laisserait faire. Mais comme ils peuvent pencher du même côté que d'habitude, je préfère que là encore, nous nous tromperons bien de chemin. Et que nous allions droit au but. Oui, si les Français veulent changer, je ne veux pas leur faire là de pression insupportable. Mais c'est nous qui représentons la solution pour le pays. Et c'est le premier tour que nous avons à préparer. J'en connais toujours parmi nous qui nous disent « Oh, nous, on fera le choix pour vous au second tour, parce que nous voulons gagner. » Oui, mais si on n'est pas au second tour, comment on fait? Vous allez me dire « Ah, mais ce n'est plus possible. » Mais si c'est possible, puisque ça a déjà été possible. Puisque le 21 avril 2002, on s'est trouvé dans cette situation. Est-ce que vous voulez revivre le 21 avril 2002? Moi pas, jamais. Alors nous devons tout faire pour qu'au premier tour, la victoire se dessine. J'ai dit que dans cette campagne, j'avais un seul adversaire, qu'il n'avait pas de nom, pas de visage, pas de parti, qu'il ne déposerait pas sa candidature, qu'il ne sera pas élu, et pourtant il gouverne. C'est le monde de la finance. J'aurais pu dire le monde de l'argent. C'est le même. Et ce monde de l'argent, ce monde de la finance, il n'est pas une création récente. François Mitterrand l'avait dénoncé en son temps.
avec des formules que je ne reprendrai pas ici. Mais même le général de Gaulle, au terme de sa vie, lorsqu'il est dans la solitude la plus grande et qu'il est interrogé par André Malraux pour dire ce qu'a été le récit de son existence, il lui confie cette phrase: au milieu de tout ce joli monde, je n'ai connu qu'un seul adversaire, celui de la France. Et cet adversaire n'a jamais cessé d'être l'argent. En définitive, c'est toujours le grand débat que la démocratie a toujours posé à un moment. Est-ce que nous sommes capables, nous, dans notre pays, en Europe, dans le monde, de faire prévaloir la politique sur les marchés, la démocratie sur l'argent, la raison sur la folie des marchés? Oui, c'est nous qui devons redonner du sens, redonner de la passion, redonner de l'enjeu. Nous ne sommes pas là à nous opposer les uns contre les autres. Nous sommes là pour reprendre la souveraineté de nos décisions. Bien sûr qu'il faut composer avec la finance. Nous avons besoin d'un système bancaire. Nous avons besoin de produits financiers qui permettent de couvrir un certain nombre de risques. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est que la finance soit elle-même organisée en dehors de l'économie, sans intérêt autre que celui de son propre bénéfice ou son propre profit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que notre premier devoir serait de maîtriser la finance, de la mettre au service de l'économie. Aussitôt avais-je prononcé cette phrase, que déjà mon procès était ouvert. Rendez-vous compte. Il s'en prend à la finance, il s'en prend à l'argent. Mais comment vont-ils faire? Et voilà que je regarde à la télévision le discours d'Obama devant le Congrès, et j'entends que lui aussi, et je vous le promets, nous ne nous étions pas parlé, ne vont pas encore ce degré de complicité, de familiarité, et je ne l'ai jamais rencontré. Mais voilà que j'entends Barack Obama dire: nous voulons en finir avec les produits toxiques, les produits financiers. Nous voulons séparer dans les activités des banques ce qui relève du crédit et ce qui relève de la spéculation. Nous avons assez de voir des banques prendre des paris risqués avec l'argent de leurs propres clients. Je croyais me lire. Et il a même ajouté: il faudra faire payer les très riches Américains. Et il citait la secrétaire d'un milliardaire généreux aux États-Unis. Vous savez, de ces milliardaires qui disent qu'ils sont prêts à payer des impôts, qui annoncent par voie de presse qu'ils veulent payer des impôts et qu'ils n'y arrivent pas. Non pas parce qu'ils ne veulent pas les verser, mais parce que dans un certain nombre de pays, on ne veut pas leur demander. Ils sont obligés de faire des manifestations. Et ce milliardaire dit: je ne trouve pas normal, et il a raison, d'avoir un taux d'imposition plus faible que celui de ma secrétaire. Donc Barack Obama a fait venir la secrétaire de ce milliardaire au Congrès des États-Unis. Il a dit: voilà, en s'adressant à cette femme, maintenant il faudrait que les milliardaires aient un taux d'imposition au moins supérieur à la secrétaire de M. Buffett. Je ne sais pas si je vais trouver un milliardaire français qui voudra bien me donner le nom de sa secrétaire. Mais nous en sommes là aussi. Donc nous avons à engager, et ça sera difficile, parce que rien ne sera là aussi donné d'avance. La réforme bancaire, séparer les activités des banques entre celles qui doivent financer l'économie, prêter aux entreprises, accorder des crédits aux particuliers, et puis dans les mêmes banques, les activités qui relèvent des produits de marché et de la spéculation. Nous aurons à interdire les produits financiers qui n'ont aucun lien avec l'économie réelle. Nous aurons à demander aux banques, exiger même d'elles, qu'elles n'aient aucune activité avec les paradis fiscaux. Nous aurons à encadrer les bonus, à interdire les stock options.
Parce qu'il ne peut pas être accepté dans un pays que certains s'accordent des revenus qui sont dans les décences, qui représentent jusqu'à 300, 400 fois le SMIC. C'est-à-dire des gens qui arrivent en une année à gagner ce qu'un travailleur, s'il arrivait à avoir une espérance de vie de 300 ans, arriverait à produire pendant toute sa vie terrestre, et donc celle de ses enfants. Nous avons aussi à prendre en compte au niveau européen cette exigence. Bien sûr que pour maîtriser la finance, il va falloir s'y prendre à plusieurs, et que nous attendons de nos partenaires européens, mais nous y mettrons bon ordre le moment venu, à ce qu'ils puissent eux-mêmes, parce qu'ils sont une force, parce que l'Europe est un levier, nous mettre en situation de lutter contre la spéculation. Nous avons des armes. L'une va être bientôt proposée, un mécanisme de soutien financier qui permettra de venir en soutien des pays qui sont les plus vulnérables, les plus exposés à la spéculation. Et puis, il y a aussi ces euro-obligations, vous savez, cette capacité d'emprunt que pourrait avoir l'Europe pour se substituer à des pays qui sont en difficulté, ou financer des projets de développement de notre économie européenne. Et puis nous autoriserons, ce ne sera pas facile, les Allemands ne sont pas d'accord, la Banque centrale européenne, plutôt que de prêter de manière illimitée aux banques, de prêter aux États. Ce serait quand même plus simple. Pourquoi aller demander aux banques de financer les États en allant chercher de l'argent à la Banque centrale? Pourquoi ne pas tout simplement permettre à la Banque centrale de financer les États, ce qui, quand même, assurerait là une lutte certaine contre la spéculation? Et mes amis, nous avons bien plus que l'objectif de maîtriser la finance. Il nous faut aussi redresser notre pays, redresser sa production, son industrie, redresser son économie à travers une banque publique d'investissement qui aura des fonds régionaux avec les présidents de région qui y souscriront également la capacité de venir en soutien des entreprises, et notamment des PME qui innovent, qui se développent, qui créent. Nous avons aussi l'idée d'un livret d'épargne pour l'industrie, mobilisant les produits que nous pouvons déposer auprès de nos établissements financiers, mais pour que ces produits-là soient affectés vers les entreprises. Nous aurons une politique à l'égard des PME, avec une distinction de taux d'imposition. Pourquoi ce seraient toujours les grandes entreprises qui échapperaient à l'impôt sur les sociétés et les plus petites qui devraient payer plein pot l'impôt sur les sociétés, alors que nous avons besoin de ces entreprises-là pour créer de l'emploi et de la richesse. Nous aurons aussi à redresser les finances publiques, parce que nous ne pouvons pas vivre avec une dette publique aussi élevée. Beaucoup s'interrogent et se demandent, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire? Oui, c'est nécessaire. Si nous voulons retrouver de la souveraineté, nous libérer des marchés, nous mettre à l'abri de la spéculation, nous devons réduire nos déficits et réduire notre dette. Alors il nous faudra faire des efforts. Mais à qui va-t-on les demander, les efforts? Ce sera la grande question de l'élection présidentielle. Le débat ne sera pas entre ceux qui veulent baisser les impôts et ceux qui veulent les augmenter. La droite a augmenté les impôts. Et elle a baissé les prélèvements des plus favorisés. Voilà ce qu'elle a fait depuis 5 ans. Donner des cadeaux fiscaux au début du mandat et demander à tous les Français maintenant de faire le sacrifice. Et le dernier, là, bientôt, qui va être demandé, c'est pour la compétitivité. Françaises, Français, vous allez payer plus de TVA pour que les entreprises soient plus compétitives. C'est votre emploi. Payez. Vous sauverez votre emploi. Maintenant, il faut payer pour garder son emploi. Marché de dupes. Parce que si les cotisations sociales sont abaissées sur toutes les entreprises, est-ce que ça va être bénéfique pour le commerce extérieur? Dès lors que beaucoup d'entreprises ne font pas d'échanges avec le reste du monde. Beaucoup d'entreprises sont sur le marché français sans avoir de concurrents, les distributeurs. Et donc, il n'y aura aucun gain en matière de compétitivité. Et puis, lorsque nous sommes concurrencés, ça arrive, par des pays à bas coût de main-d'œuvre, il faudrait réduire de tellement les salaires ou les cotisations sociales que c'est impossible. Et que ce n'est pas notre modèle de développement. Notre modèle de développement, c'est l'innovation, c'est l'investissement, c'est la recherche,
C'est ce que nous avons vu à Grenoble cet après-midi. Et voilà que l'on va augmenter la TVA. Alors, je n'ai pas l'information, ça vous sera donné dimanche. Mais on me dit aux dernières nouvelles que les cotisations vont baisser tout de suite et que la TVA sera augmentée au mois d'octobre. Avec un argument, fallait y songer, en disant mais on va annoncer que la TVA va augmenter au mois d'octobre, comme ça les Français seront tentés de consommer beaucoup jusqu'au mois d'octobre, et puis ça relancera l'économie, et puis tant pis pour ceux qui seront au pouvoir au mois d'octobre. Je n'ose croire à un tel scénario. Nous verrons dimanche. Mais de toute manière, ce scénario n'aura pas cours, parce que nous empêcherons l'augmentation de la TVA. C'est vous qui l'empêcherez. C'est vous qui déciderez. Ce sont les électeurs, au moment du scrutin essentiel de la présidence, qui empêcheront cette mauvaise action. Mais il faut redresser les comptes publics. Donc je disais, le débat n'est plus de savoir s'il y aura baisse d'impôts d'un côté, augmentation d'impôts de l'autre. De toute manière, il y aura 30 à 40 milliards de recettes à rechercher. Déjà, il y a eu 2 plans de rigueur ces 6 derniers mois. 16 milliards de prélèvements sur l'ensemble des ménages. Et donc le grand débat, ce sera de savoir qui paiera ces 40 milliards. Est-ce que ce sont tous les Français ou est-ce que ce sont les plus favorisés, les plus grandes fortunes, les plus hautes rémunérations? Eh bien moi j'ai fait mon choix. Je suis pour que ceux qui ont bénéficié le plus de cadeaux fiscaux depuis 5 ans soient appelés à l'effort pour les 5 ans qui viennent. Je ne veux pas stigmatiser les plus fortunés des Français. Je les respecte. Et il n'y a pas ici des bons et des mauvais Français, selon leur niveau de fortune. Chacun a sa place dans la République. Mais tout de même, je leur fais confiance. C'est ma grandeur d'âme. Je me dis finalement que ce sont des patriotes, qu'ils ont conscience de ce qu'ils ont reçu, ou par leur fortune, par leur naissance, par leur talent, par leur travail, et puis aussi par les privilèges fiscaux dont ils ont bénéficié. Et donc il y a de leur part une forme de patriotisme à reverser finalement ce qu'ils ont gagné, pas tout, mais une partie. Et donc l'impôt n'est pas une punition, l'impôt n'est pas une spoliation. L'impôt, c'est aussi l'outil de la solidarité, l'outil de la cohésion nationale, qui permet de financer les services publics. Alors nos contradicteurs nous disent, mais attention, les grandes fortunes vont partir. Mais c'est fait. Pour beaucoup d'entre elles, c'est fait. Et Nicolas Sarkozy nous avait déjà servi la leçon. En 2007, il nous avait dit, moi je vais faire le bouclier fiscal. Les riches ne paieront plus autant d'impôts qu'avant, 50% sur toutes leurs impositions. Est-ce qu'ils sont... Non. Et d'ailleurs, il a même supprimé le bouclier fiscal, Nicolas Sarkozy, tout en diminuant l'impôt sur la fortune. Et quand j'entends parler la droite qui critique les postes dans l'éducation nationale que je propose de créer, 12 000 par an, 60 000 à la fin du prochain quinquennat, ça représente 500 millions d'euros par an, donc 2,5 milliards à la fin du quinquennat. 2,5 milliards, c'est exactement la perte de recettes de l'allègement de l'impôt sur la fortune. Qu'est-ce qu'on préfère? Alléger l'impôt sur la fortune ou donner les moyens à tous les jeunes de réussir leur vie? Moi, j'ai choisi. Oui, mesdames, messieurs, chers amis, nous devons avoir qu'une seule priorité, le redressement dans la justice. La justice toujours, l'égalité. Telle doit être, en définitive, notre seul guide.
Moi, j'aurai, si les Français me donnent leur confiance, qu'une seule règle lorsque je serai appelé à prendre une décision. Et qu'un ministre ou le Parlement me transmettra une réforme. Je n'aurai qu'une question à me poser. Est-ce que c'est juste ou est-ce que ce n'est pas juste? Si c'est juste, cette réforme sera votée, appliquée, décidée. Si ce n'est pas juste, nous la retirerons. Et l'autre question que j'aurais à me poser, est-ce que c'est conforme à l'intérêt du pays? Parce que c'est ça qui doit nous guider aussi, l'intérêt de la France. Mais juste doit être toute décision fiscale, sociale, économique. Oui, je considère qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste que ceux qui ont commencé tôt à travailler, qui ont 41 années de cotisation, ne puissent pas partir à 60 ans. Ce n'est pas juste que ceux qui sont des assurés sociaux ne bénéficient pas de la couverture maladie universelle et ne peuvent pas, à ce moment-là, accéder aujourd'hui à tous les soins. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que beaucoup de nos concitoyens ne puissent pas accéder à un logement digne. Ce n'est pas juste que des élèves sortent du système scolaire sans qualification, sans formation, 150 000 aujourd'hui. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste qu'une famille ne puisse pas permettre à un homme, une femme âgée de terminer sa vie dignement dans un établissement ou à domicile parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour assurer la dignité jusqu'au bout. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste non plus que ceux qui ne payent pas d'impôt sur le revenu ne puissent pas bénéficier du quotient familial parce que, justement, ils ne sont pas contribuables. Eh bien, nous augmenterons pour cela l'allocation de rentrée scolaire parce qu'il est normal que ceux qui sont les plus modestes puissent être accompagnés pour l'éducation de leurs enfants. Ce n'est pas juste qu'une ville populaire ait la même dotation et quelquefois moins qu'une ville riche située à ses côtés. Ce n'est pas juste qu'une ville ne respecte pas les obligations de la loi en matière de logements sociaux quand une autre ville n'aura que des logements sociaux dans son parc immobilier. Voilà, il y a tant à faire en matière de justice. Mais la grande cause qui doit nous rassembler tous pour cette campagne et pour le prochain quinquennat, c'est la jeunesse. C'est la grande espérance que nous devons donner à ceux qui sont plus jeunes, ici, là, et qui demandent de réussir leur vie. Nous n'avons là qu'une promesse à faire, que cette génération vive mieux que nous. Parce que le regard que nous devons avoir sur eux, c'est le regard que nos parents, nos grands-parents avaient aussi sur nous. Et leur seul espoir, quand ils avaient travaillé toute leur vie, c'est que nous puissions, nous, avoir une promotion, une élévation, une réussite supérieure. Et nous y étions parvenus pendant des années, des générations et des générations, où nous sentions qu'il y avait une marche continue vers le progrès, vers la réussite, vers la promotion. Et c'est cette marche-là qui s'est arrêtée. Et que beaucoup de ceux qui souffrent trouvent encore plus inquiétant que leurs enfants n'aient pas une condition de vie qui les prémunisse, qui les protège contre les aléas de la vie. C'est plus dur pour les enfants que ce n'est pour les parents. Et les parents ne peuvent pas accepter qu'il y ait cette régression, ce déclassement qui les menace d'abord eux et qui menace la suite. Et qu'est-ce qui rassemble un pays, au-delà des différences qui peuvent être les nôtres, de situations, de catégories sociales? Mais nous tous, nous n'avons qu'un seul objectif, au-delà de nos sensibilités, de nos parcours, de nos histoires, c'est que nos enfants, nos petits-enfants vivent mieux, vivent encore mieux que nous. Et je n'aurai qu'un but pour les 5 ans qui viennent, c'est de faire que les jeunes, au bout du quinquennat, si le pouvoir m'est donné de le conduire, que ces jeunes-là puissent se dire, voilà, avec ce quinquennat-là, en 2017,
notre vie est meilleure qu'en 2012. Comment allons-nous y prendre? D'abord, priorité à l'école. D'abord à l'école de la République. Et c'est là que nous mettrons les moyens supplémentaires, et notamment pour le primaire, pour la maternelle, là où tout se joue, où l'échec est le plus précoce et le plus terrible, le plus irréversible. 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans formation, sans qualification, eh bien nous ferons tomber de moitié ce taux d'échec si nous réussissons. Oui, nous ferons en sorte d'accompagner les jeunes au-delà de l'obligation scolaire, parce qu'il y en a tant d'autres qui décrochent, qui abandonnent, et qu'on le retrouve plus tard, chômeurs, en rupture avec leur famille, avec la société, vivant de trafic, plutôt que de faire le travail qui les élèverait. Donc nous avons ce devoir qu'aucun jeune de 16 à 18 ans ne soit livré à lui-même. Tout jeune de 16 à 18 ans sera dans un parcours de formation, dans un apprentissage ou dans un service civique. Et au-delà, pour ceux qui font des études, que ce soit dans les filières professionnelles ou à l'université, une allocation d'études leur sera versée sous condition de ressources pour qu'ils puissent avoir un parcours d'autonomie et de réussite. Et pour ceux qui veulent entrer dans l'emploi, 4 sur 5 rentrent dans l'emploi avec un contrat précaire et un seul avec un contrat à durée indéterminée. Eh bien, j'ai fait la proposition que le contrat de génération permettra à un employeur qui garde un senior le temps qu'il puisse partir à la retraite dans de bonnes conditions et qui embauche un jeune avec un contrat à durée indéterminée, le senior transmettant son expérience aux jeunes. Cet employeur-là ne paiera plus de cotisations sociales sur les 2 emplois, permettant ainsi la réconciliation, la transmission, la solidarité des âges. Voilà, chers amis, la promesse républicaine qu'il faut de nouveau offrir à notre pays. Beaucoup doutent de la politique. Beaucoup s'interrogent sur la capacité, dans un moment aussi difficile, de redresser la France. Eh bien, c'est contre cette fatalité, cette résignation qu'il faut mener campagne. Il n'y a pas qu'une politique possible. Dans toute démocratie, il y a toujours un choix. La droite a fait son choix, l'a proposé au pays. Elle a eu 10 ans pour trouver une issue. Ce n'est pas dans les derniers mois d'un quinquennat que l'on peut faire oublier les échecs de 4 ans et demi de mandat. C'est trop tard. La droite a fait pendant 10 ans sa politique. Elle nous a conduits là où nous sommes. Un chômage record, une récession, des inégalités considérables, un taux d'échec dans l'éducation nationale, une dégradation des services publics. Nous nous proposons un autre choix. Il n'est pas facile. Il prendra du temps. C'est le choix du redressement, de la justice, de l'espérance, à travers la jeunesse. J'ai dit pour le prochain quinquennat que pendant les 2 premières années, ce sera difficile, ce sera dur. Nous ferons les réformes de structure, la décentralisation, la réforme fiscale, la réforme bancaire, la réforme de l'offre productive. Et puis ensuite, nous traiterons les urgences, urgences en matière d'emploi, de logement. Et puis après, nous redistribuerons ce que nous aurons créé, produit ensemble. Il faut avoir cette conscience du temps, cette patience, cette organisation du quinquennat. Je préfère franchement que ce soit dur les 2 premières années et que ce soit plus simple après, plutôt que de distribuer ce que nous n'avons pas et finalement de prélever sur tous les Français les impôts pour combler des déficits que nous aurions créés. Il faut avoir ce souci de la vérité, de la justice, de la lucidité. Et puis aussi cette affaire de morale politique. Oui, ça sera également une différence. La manière de se comporter, la façon de présider, de conduire le destin du pays. J'ai dit que je voulais être un président normal. Je revendique cette démarche. Ça ne veut pas dire un président ordinaire ou banal. Ça veut dire avoir la hauteur de vue et en même temps la proximité, la simplicité. Pas besoin de vivre dans des palais de la République, protégés de tout,
avec ce souci simplement de sa personne. Un président ne peut pas décider de tout, sur tout, partout. Il n'y a de réussite que si un chef de l'État est capable d'emmener l'ensemble du pays vers son avenir. Les élus de la République, les partenaires sociaux, les associations, les citoyens, tous ceux qui veulent participer à la belle aventure du redressement commun. Je dis aussi qu'il fallait être assez exemplaire dans son propre comportement pour donner à notre pays des références, que la justice devait être indépendante, que nul ne devait être protégé en fonction de son pouvoir, de sa puissance ou de sa proximité avec les gouvernants. J'ai dit aussi qu'il n'était pas besoin pour le président de la République de nommer les présidents de chaînes de télévision. Qu'il fallait être intraitable à l'égard de la corruption, que personne ne pouvait tolérer qu'un élu de la République puisse avoir une défaillance, c'est-à-dire puisse offrir la pire image qui soit, qui est de capter les moyens, les deniers qui lui ont été confiés, et qu'il y aurait une peine d'inéligibilité pour tous les élus qui se comporteraient de façon insolente à l'égard de la République. J'ai dit aussi qu'en matière de sécurité, nous devrions être intraitables. Intraitables à l'égard des fraudeurs qui mettent leur argent à l'étranger. Intraitables à l'égard des délinquants financiers. Mais intraitables aussi à l'égard des petits caïds qui, dans les cités, empêchent les gens de vivre, font des trafics et organisent une contre-société. Que nous devons avoir une police qui ne demande d'ailleurs que ça, proche des citoyens, acceptée par eux, et qui, pour les contrôles, n'ont pas besoin de faire toujours la vérification des mêmes. Parce qu'il n'y a pas besoin, là encore, de stigmatiser qui que ce soit. Et puis enfin, dans cette République, nous devons avoir une conception élevée de la laïcité. C'est-à-dire la capacité de vivre ensemble, de considérer que chacun est à égalité de droits et de devoirs, et regarder comme citoyen sans avoir besoin de dire sa religion, son parcours ou son identité. Bref, que nous devions être une démocratie, une grande démocratie. Démocratie territoriale, en transférant des compétences aux collectivités locales, démocratie sociale, en permettant aux partenaires sociaux de négocier une part du contrat social, démocratie citoyenne, parce qu'il faudra bien ouvrir de grands débats, notamment sur l'énergie, sur la transition écologique, sur la place du nucléaire. Toutes ces questions devront être traitées, exposées en transparence, pour que chacun soit informé de ce que sera l'avenir. Voilà, chers amis, ce que j'étais venu vous dire ici à Bourgoin-Jallieu. Pendant cette campagne, dans un moment particulier, la fin du mois de janvier, je reviendrai, parce que je suis toujours en Isère, je ne sais pourquoi, on m'y attire, on m'y invite, et j'y cède bien volontiers. Mais je veux terminer en vous disant que vous êtes la France, que la France ce n'est pas n'importe quel pays, c'est un grand pays, avec une grande histoire, qui a surmonté bien des épreuves, qui a traversé des crises, des révolutions, des tumultes, des guerres, et qui s'est chaque fois relevé. Parce qu'il y a toujours eu dans notre peuple des hommes et des femmes courageux qui n'ont jamais baissé les bras, qui ne se sont jamais soumis, qui n'ont jamais accepté la fatalité. Et puis il y a toujours eu aussi des hommes et des femmes d'État qui les ont emmenés. Et que c'est avec ce sursaut républicain que nous avons toujours réussi à dominer les guerres, les divisions, les conflits, les épreuves et même les marchés financiers. C'est ensemble que nous allons nous relever, ensemble, parce que nous sommes la France. Et la France, elle ne s'abaisse pas, elle ne s'abandonne pas, elle ne se recroqueville pas, elle ne se replie pas. La France, pour être elle-même, elle n'a pas besoin de stigmatiser l'étranger, elle n'a pas besoin d'avoir un adversaire, elle n'a pas besoin d'opposer les Français entre eux.
La France, elle sait qu'elle a des forces et que sa force principale, c'est le peuple français lui-même. Chacun d'entre vous, vous êtes un atout pour la France. Chacun est une chance pour la France. Et c'est en ayant cette réunion de toutes les chances, de tous les atouts, que nous ferons revenir la confiance. Parce qu'il faut redonner confiance aux Français. Je l'ai dit, la France n'est pas un problème. À force de nous dire qu'il faut ressembler aux autres, sans que d'ailleurs que les autres nous demandent quoi que ce soit. On nous dit, voilà, il faut faire comme les Allemands. On est bien d'accord sur certains points, si c'est pour faire mieux. Mais chacun a sa spécificité. Nous sommes pour l'amitié franco-allemande. Le couple franco-allemand a toujours fait avancer l'Europe. Mais si nous voulons faire une belle Europe, si nous voulons avoir une belle amitié avec les Allemands, il faut que chacun apporte sa singularité. Et nous, nous devons apporter ce que nous sommes. La France, les valeurs de la République, la liberté, la dignité humaine, la belle envie de changer le monde. C'est vrai qu'on nous regarde toujours, et c'est pas faux, comme des arrogants qui faisons la leçon. Et certains ne se sont pas soignés par rapport à ce défaut. Mais nous, nous refusons toute arrogance, toute prétention. Mais nous disons que nous sommes la France et que la France, elle est regardée, elle est attendue. Parce que c'est ça qui est aujourd'hui dans l'Europe tout entière, vécu. Je la parcours, l'Europe, comme je parcours la France. Et partout où je me déplace en Europe, je vois des partis progressistes, parce que la plupart sont dans l'opposition, qui me disent « Nous vous regardons, vous. Nous espérons en vous. Nous attendons l'élection présidentielle en France. Si seulement c'était vous. Si seulement c'était la gauche. Si seulement ça pouvait changer en France, ça changerait aussi en Europe. Les Allemands progressistes nous le demandent, les Italiens nous le demandent. Alors faites-le d'abord pour vous, mais faites-le aussi pour les Européens. Et dans le monde tout entier, on attend la France. On l'a espéré dans le printemps arabe. On l'a attendu. On l'a regardé, on l'a écouté, et rien n'est venu. Et puis, en Amérique latine, en Asie, on attend la France. Parce que la France, elle se base sur des valeurs qui ne sont pas simplement celles de notre pays, qui sont les valeurs universelles, de dignité, de liberté, de culture, de langue, de diversité, de pluralité. Alors là aussi, prenez conscience de l'enjeu. L'enjeu, c'est bien plus que notre sort personnel. L'enjeu, c'est l'avenir de la nation, c'est l'image de la France, c'est la construction de l'Europe, et c'est un monde plus équilibré. Voilà, chers amis, François Mitterrand était venu ici il y a 30 ans. Ça fait 30 ans, même un peu plus, ça fera 31 ans, qu'une grande élection présidentielle a permis à un socialiste de devenir chef de l'État. Ça a marqué une génération, la mienne. Je sais ce qu'a ça représenté même pour les plus anciens. Et il y en a ici qui avaient attendu, quelquefois même, sans espérer, tellement il y avait une forme de fatalité qui pesait sur la gauche. Elle arrivait tout près, mais jamais au pouvoir. 23 ans, vous vous rendez compte, de 1958 à 1981 pour qu'un socialiste arrive à la présidence de la République. Et là maintenant, ça fait depuis 1995 que François Mitterrand a quitté l'Élysée. Bien, je voudrais que pour la nouvelle génération, 2012 soit une année aussi dont on puisse se souvenir des années durant, en disant, rappelez-vous, 2012, c'est l'année où la gauche est revenue aux responsabilités. C'est la gauche qui a redonné espoir au pays. C'est la gauche qui a redressé la France, qui a remis de la justice. Mais il faudra aussi que la gauche dure des années et des années au pouvoir. Nous ne sommes pas là pour venir une fois, nous sommes là pour venir à chaque fois que ce sera nécessaire, et autant de fois que nous aurons la confiance du peuple français. Alors faites en sorte, chers amis, tout au long de ces prochaines semaines, et surtout si vous ne me voyez plus autrement qu'à la télévision, je suis le même.
On s'interroge, on vous dit, mais vous avez changé. Non, je n'ai pas changé, je suis le même. Sauf que maintenant, je suis candidat à l'élection présidentielle, on me regarde différemment. Mais vous, c'est à vous de faire campagne maintenant, avec vos élus. Partez partout, allez chercher les Français. Pas trop tôt, mais pas trop tard non plus. Et faites en sorte que le changement soit maintenant regardé comme possible. Faites en sorte que nous puissions avoir une grande avancée, un grand progrès pour l'égalité humaine. C'est un long chemin que celui que nous allons faire ensemble. Moi, je l'ai commencé il y a déjà plusieurs mois. Je suis au milieu. Il me reste 3 mois et demi. Il y a encore bien des étapes que nous allons franchir, bien des moments particuliers. Il y aura du doute, il y aura de l'inquiétude, il y aura de l'espérance. Il faudra me soutenir, il faudra me pousser, il faudra me conduire. Mais j'essaierai d'être en tête le plus longtemps possible pour arriver à vous donner la victoire que vous méritez, la victoire pour vous, la victoire pour vos familles, la victoire pour la République, la victoire pour la France, la victoire pour les idées que nous portons, la victoire pour le peuple que nous servons, la victoire pour l'avenir. Voilà, chers amis, bon courage pour cette campagne. Moi, j'en ai plein de courage. Rien ne m'arrêtera, rien ne me détournera. Et ça sera le 6 mai que je vous retrouverai tous pour nous dire qu'ensemble, le changement, c'est maintenant.